J'invite Hélène Lemot, qui est conservatrice au département des Antiquités orientales, à se rendre au pupitre et à nous parler des stèles puniques du musée du Louvre. Voilà, avec à l'écran une vue de la salle punique au département des Antiquités orientales en 1910, je commencerai ma communication en laissant la parole à l'abbé Chabot. Dans la salle du musée, où les monuments sont exposés, ils ont été rangés et numérotés par les soins de M. Ledrin, d'après leur aspect extérieur et sans tenir compte de leur provenance, ce qui en somme n'est pas une mauvaise chose pour une exposition publique. Mais M. Ledrin, ayant négligé de noter sur les inventaires l'identité et l'origine de chaque monument, il en est résulté par la suite de fâcheuses confusions. Alors la remarque de cette éminente orientaliste, formulée en 1916, pointe l'un des problèmes associés, et il n'est pas le seul, à l'étude du corpus des stèles puniques conservées au département des Antiquités orientales. Une photo prise dans la réserve de la Cour Carrée, avant le transfert des œuvres vers le centre de conservation de Liévin, montre le même rangement des années après, suivant les numéros de Ledrin que vous voyez à l'écran sur les bases. C'est le P, ici P42, et ce classement qui se fait de 1 à peu près 70. Au total, à partir des inventaires, on dénombre 1420 stèles votives relevant de la civilisation punique, présentant pour un grand nombre d'entre elles une inscription formulaire en langue et écriture punique ou néo-punique, dédiée aux divinités Tanit et Baal-Hamon, ainsi qu'une iconographie caractéristique. Plusieurs termes ponctueront notre présentation. Lieu de découverte, origine, appartenance. Ces déclinaisons du vocable provenance sont en fait liées à la temporalité qui multiplie les provenances, avec, dans notre cas d'étude, nous le verrons, des conséquences majeures sur l'état de conservation des œuvres. Alors, quelles sont les sources à notre disposition pour traiter ces questions ? Vous voyez sur ces quelques exemples de stèles fragmentaires à droite de l'écran des étiquettes et des marquages, plus ou moins heureux, vous voyez, qui sont de précieuses données, puisqu'ils dérivent des inventaires, livres d'entrée du musée du Louvre, mais aussi d'autres institutions, en l'occurrence de la BNF pour les stèles. Ajoutons les publications contemporaines des découvertes. Et vous avez ici la mission de Carthage qui apparaît à l'écran. Mais également d'autres données, d'autres publications très importantes, comme le Corpus Inscriptionum Semiticarum, publié à partir de 1881, qui est très important pour notre corpus, puisqu'il nous permet de retrouver des origines, des lieux de provenance, des missions, et qui a publié l'ensemble des estampages qui sont conservés à l'Institut. Ça limite, bien sûr, comme son titre l'indique, seuls sont publiés dans ce corpus les stèles et fragments inscrits. Enfin, les archives contemporaines de leur découverte qui permettent de retracer l'histoire de leur acquisition ou encore leur transport. On a une série de courriers qui sont très importants, mais aussi des archives plus récentes. Et à l'écran, vous voyez au centre des fiches réalisées par Colette Picard qui sont conservées dans le centre de documentation du département des Antiquités orientales. On pourrait ajouter des listes dactylographiées dans les années 70 par François Bron. Les stèles puniques du Louvre proviennent toutes d'Afrique du Nord. Elles pourraient provenir de l'ensemble du bassin méditerranéen, mais elles proviennent d'Afrique du Nord, d'Algérie. Le corpus des 80 stèles de Constantine est bien circonscrit et il a fait l'objet d'un catalogue raisonné. Elles proviennent également du Maroc, en faible nombre, et surtout de Tunisie. De plusieurs sites, principalement de Carthage, mais aussi de l'Agorfa, de Douga ou d'Hadrumète. Le noyau principal du corpus des stèles de Tunisie, qui fait depuis 2015 l'objet d'une étude pluridisciplinaire, provient de la mission du drogman de Tunis, Évariste Pricot de Sainte-Marie. Les stèles dites de Sainte-Marie ont été découvertes lors des fouilles menées entre 1874 et 1875 dans le quartier de Dermèche, à Carthage. On peut donc dire que leur provenance est d'Hermèche. La publication de 1884
malheureusement, ne permet pas de comprendre précisément leur contexte de découverte, probablement, ou d'après Sainte-Marie, une maison romaine. Dès 1874, une centaine de ces stèles est envoyée par Sainte-Marie au Louvre. À l'automne 1875, il adresse plus d'1 millier de stèles à la BNF à bord du navire militaire, le Magenta, qui, à son arrivée dans le port de Toulon, coule à la suite d'une explosion. Une partie des stèles est sortie de la rade par des scaphandriers en 1876. Comme vous le voyez à l'écran sur l'image de droite, c'est illustré par une gravure publiée dans le journal hebdomadaire. Une autre partie, environ 80 stèles, réapparaît entre 1994 et 1999 grâce aux fouilles sous-marines menées par le groupe de recherche en archéologie navale. La provenance comme lieu de redécouverte de ces stèles est donc le port de Toulon. Hormis la mission de Sainte-Marie, si l'on croit les inventaires du Louvre et d'autres missions archéologiques, il y aurait eu d'autres occasions de mettre au jour ces stèles. La mission de 1881 du comte d'Hérisson à Utique est mentionnée dans nos inventaires, dans les inventaires du département des Antiquités orientales. Or, comme l'a démontré Philippe Berger dès 1881, il s'agit d'objets qui faisaient partie de collections privées, dont celle du palais de la Manouba à Tunis. Donc la mention dans l'inventaire est erronée. Cela a été, l'inventaire, bien sûr, a été modifié au fur et à mesure. Plus récemment, l'inventaire du musée mentionne, je cite, « Ancien fonds inventorié en 1970, fouille de l'âtre autofaite ». Alors, en y regardant de plus près, on se rend compte que cette mention est erronée. Si le père de Lattre a bien découvert des stèles qu'il dépose au musée Saint-Louis, l'ensemble inventorié tardivement au département des Antiquités orientales ne correspond ni à une fouille, ni à une collection en lien avec le père Blanc. Dans l'inventaire, sous cette provenance, en fait, ont été regroupées les stèles inventoriées au XIXe siècle à la Bibliothèque nationale et déposées au musée Guimet en un temps avant d'arriver au Louvre. Et en effet, dans ce fonds dit de Lattre, qui compte 1 millier de stèles ou plus d'1 millier de stèles, outre les stèles de Sainte-Marie du Magenta, figurent les stèles de la mission de Ernest Babelon et Salomon Reynac, bien documentées, mission bien documentée, et ces stèles étaient anciennement conservées à la Bibliothèque nationale. Alors, l'association des stèles avec cette mission se retrouve grâce au corpus des inscriptions sémitiques. Je vous montre à l'écran la stèle AO 23167, avant et après restauration, qui correspond en fait au numéro du CIS 268, et vous voyez que la mention du CIS 268 nous renvoie à Reynac 290. Donc c'est par ce cheminement que l'on arrive à retrouver les missions originelles et les lieux de provenance et de conservation à travers le temps. Donc on ne peut pas toujours se fier ou se contenter des mentions de l'inventaire. Revenons-en au corpus de Sainte-Marie, qui va nous permettre d'aborder la notion de contexte et la notion d'origine. 47 ans après la mission de Sainte-Marie, quand en 1921 survient la découverte officielle du Tophet dit de Salammbô, la communauté scientifique est unanime pour rattacher à ce sanctuaire à ciel ouvert dédié aux divinités Tanit et Baal-Hamon, installés près des ports, les ex-voto épars jusque-là connus. Mais les chercheurs se montrent divisés sur l'origine de l'ensemble des stèles dégagées par Sainte-Marie à Dermech. La relative homogénéité, la médiocrité artistique, le caractère très fragmentaire de ces stèles ont pu faire penser à certains, comme Madeleine Houre-Miédan, qui était très active au département avant de rejoindre le laboratoire des musées de France. Eh bien, Madeleine Houre-Miédan pensait que cet ensemble, Sainte-Marie, provenait d'un sanctuaire distinct du Tophet, contemporain de sa strate la plus récente et correspondait à un culte plus populaire. Cette hypothèse, d'ailleurs, pourrait être renforcée par des sources épigraphiques contemporaines des ex-voto.
Pour d'autres chercheurs, au contraire, comme Colette Picard, également active au département, cet ensemble de Sainte-Marie ne représentait que le résultat de la destruction par les Romains et le décapage en fait de la strate la plus superficielle du Tophet. En 1989, Hélène Bénichou-Safar s'est penchée sur cette question. Et elle a mis en place une méthode tendant à objectiver les données du problème en procédant à une analyse quantifiée des monuments des deux ensembles concernés pour voir si les stèles de Sainte-Marie étaient ou non susceptibles de s'intégrer dans le cadre du Tophet. C'est donc à partir des stèles de référence, le corpus de Sainte-Marie d'une part, le corpus du Tophet découvert plus tard donc d'autre part, avec les stèles des strates supérieures de la fouille, de François Icard en 1921, et vous avez une photo ici à l'écran, de Pierre Saintas en 1940, que 15 critères de référence ont été choisis par Hélène Bénichou-Safar, de nature technique, typologique, épigraphique et iconographique. Sa conclusion est la suivante. Les stèles de Sainte-Marie sont datables des toutes dernières années de vie de Carthage et se situent dans le prolongement de celles du Tophet de Salammbô. Elles proviennent donc soit du Tophet, dont elles constitueraient la couche supérieure, soit d'un sanctuaire de Dermèche de même type du Tophet et contemporain. Or, le fait qu'aucun ex-voto n'ait jamais pour le moment été découvert in situ dans le secteur de Dermèche, le fait que les stèles de Sainte-Marie apparaissent dans leur immense majorité cassées et privées de leur base, alors que des talons de stèles ont été retrouvés fichés en terre dans le Tophet, le fait que les mêmes divinités, Tanit, Baal-Hamon, soient invoquées sur les stèles de Dermèche et dans le Tophet, renforce la première hypothèse. Donc bien que trouvés en dehors du sanctuaire de Salammbô, les monuments découverts par Sainte-Marie à Dermèche ont de grandes chances de provenir du Tophet, leur lieu d'origine. La connaissance de l'histoire mouvementée, antique et moderne, des stèles révélées par les fouilles de Sainte-Marie permettent de comprendre leur état de conservation et surtout certaines différences d'état par rapport aux estampages envoyés fort heureusement par Sainte-Marie à l'Académie des inscriptions et des lettres dès le début de ses découvertes, qui avaient d'ailleurs été saluées par Ernest Renan. Un premier constat d'état des stèles avait été donné par Philippe Berger dès 1876. Je vous lis juste le début. 300 ont été réduites en chaux ou en morceaux trop petits. Un nombre à peu près égal très mutilé, portant des lettres et des symboles, est provisoirement conservé. D'autres pierres sont calcinées, très friables, etc. Aujourd'hui, se concentrer sur chacun de ces fragments conservés, dont vous voyez quelques exemples à l'écran, est indispensable. Et j'ai choisi de présenter cette recherche menée à l'échelle de l'œuvre à travers quelques exemples, mais juste comme illustration, des exemples simples. Lorsque l'état de conservation actuel des stèles est identique, ou presque, par rapport à l'estampage du CIS, malgré leur cassure, et bien souvent par manque de recherche en amont, en fait, ces fragments de stèles, souvent 2 fragments, ont été inventoriés à des milliers de numéros de distance. Et donc, il faut aujourd'hui les rassembler, les retrouver, les associer et les restaurer. Donc là, vous avez des exemples faciles, j'allais dire, des cas plus complexes pour lesquels les épigraphistes apportent leur aide, travaillant notamment à partir de l'onomastique, à partir du répertoire des noms de Benz, paru en 1972. Et sur ce petit fragment, qui n'a jamais été inventorié, ni au département, ni ailleurs, qui porte encore son numéro provisoire, le nom féminin Arisham est un précieux vestige de la stèle dédiée par Arishat, fils de Arisham, publié dans le CIS, dont vous avez ici la planche, et dont il ne reste aujourd'hui que ce fragment au Louvre. Et que pouvons-nous dire pour conclure ? L'attention portée au contexte, au pluriel, et aux circonstances des découvertes, aux provenances, aux lieux d'origine, nous permet de mieux comprendre cette collection. Et c'est justement en connaissant leurs provenances successives, antiques et contemporaines, et leur environnement, leurs différents environnements, en fait, que 3 fragments de marbre, repêchés en même temps que les ex-voto dans le port de Toulon, bien identifiés par Max Guéroux et Jean-Pierre Laporte au sortir de l'épave, mais rapidement abandonnés, vous le voyez, au milieu de fragments calcinés, de métaux
d'origines diverses dans un bac de pêcheurs en polystyrène dans la réserve du département des Antiquités orientales, eh bien, ces 3 fragments de marbre ont pu retrouver en 2017 leur place dans le drapé de l'impératrice Sabine au département des Antiquités grecques, étrusques et romaines. Je vous remercie de votre attention. Je crois que nous avons déjà un bel aperçu des difficultés énormes qui se posent à ces recherches quand finalement la documentation de la fouille elle-même est insuffisante et qu'après il s'est passé plein de choses dans l'histoire de l'objet.